Salut les jeunes, aujourd'hui c'est Isma pour NLG et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Histoire crypto, où je vais vous conter en fait les plus grosses histoires en termes de hacks, de projets loufoques qui sont déroulés ces 6-7 dernières années. Et aujourd'hui on va parler du premier et plus gros hack sur Ethereum, qui était le hack en fait de The DAO, donc le premier DAO jamais créé sur Ethereum. Pour ceux qui ne savent pas, un DAO c'est une Decentralized Autonomous Organization. C'est en fait un moyen d'avoir une sorte d'entité légale aux yeux de la loi, et aussi en fait de d'émettre des tokens de vote, ce qui permet aux détenteurs de ces tokens de voter pour en fait des règles. Maintenant il y en a plein des DAO, il y en a un peu partout. Voilà, il y a un peu pour tout maintenant, et qui permet en fait d'avoir des droits comme dans une entreprise, comme au conseil d'administration des entreprises, d'avoir des droits pour voter sur l'avenir d'un protocole. Là, le nom, c'était The DAO, qui a été créé par Vitalik Buterin et d'autres personnes, d'autres développeurs d'Ethereum, dans le but, en fait, de lever des fonds pour promouvoir tel ou tel projet sur Ethereum. Ils ont levé ces fonds avec une ICO, avec un token The DAO, donc en mai 2016, et ils ont réussi à lever plus de 150 millions de dollars lors de son ICO. Mais malgré ce succès transcendant, parce que 150 millions à l'époque, je vous rappelle, le prix de l'Ether à ce moment-là, l'Ether valait entre 14 et 20 dollars, pour vous donner une fourchette. Donc 150 millions, c'était énorme. J'espère que vous vous rendez bien compte. Et malgré donc ce succès, des experts en sécurité avaient identifié des failles en fait dans le code de The DAO, dans le smart contract, et ils avaient exprimé leurs inquiétudes à Vitalik, etc. Et la principale vulnérabilité, c'était que, en gros, il y avait une fonction de retrait qui permettait aux utilisateurs de récupérer leur investissement. Et là, c'est le drame. Le 17 juin 2016, un hacker hack le contrat du The DAO et il a piraté en tout 3,64 millions d'Ethers, qui correspondent à 31% des fonds volés, soit environ 5% de tous les ETH en circulation à l'époque. Et c'était dans la commu, c'était un énorme drame, hein. C'est la première grosse crise en termes de hack qu'a vécu l'écosystème après Mt. Gox, mais là qui était un hack en fait d'un exchange centralisé. Là c'est la première fois qu'on hack un smart contract de cette ampleur. Une enquête a été menée et semble indiquer que Toby Hoenisch, donc qui est un programmeur de 36 ans à ce jour et cofondateur de 10x, en fait pourrait être le pirate responsable du vol. Et il faut savoir, en gros, ce mec, moi j'avais investi dans 10x à l'époque, bon bah c'est monté à 500 millions de market cap et maintenant ça vaut plus que 10 millions ou même pas. Bref, je compte plus mes thunes. Et en fait, ce gars, du coup, il nie les accusations, mais il a jamais fourni de preuves qui prouvent que c'est pas lui en fait, parce que toutes les transactions portent à croire que c'est son wallet, mais réfute en bloc. Et donc, il faut savoir qu'en hacking, il y a les white hats, les grey hats, les black hats. Et en fait, les white hats, c'est les gentils, on va dire. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent être amenés à hacker un protocole pour, en fait, améliorer la sécurité du protocole. Donc, ils vont le dire, etc. Ils vont en privé avec les personnes concernées, etc. Dans le but d'améliorer la sécurité. Ensuite, les black hats, eux, ils vont hacker, mais pour leur propre profit personnel, que ce soit en violation d'éthique, violation de biens d'autrui, etc. Et les grey hats, ils peuvent être entre les deux, dans le sens où ça peut arriver qu'ils gardent pour eux, ou alors en fonction par exemple de la somme mise en jeu, ils puissent le rendre. Là récemment il y a eu un hack sur Euler Finance, où en fait une personne a volé 200 millions de dollars, ce à quoi il serait d'accord de rendre les fonds, mais d'en garder 10%, soit 20 M. Donc là, ce genre de personnes, on pourrait les considérer comme des gréades, dans le sens où ils ont fait ça, mais après, ils sont d'accord pour coopérer et négocier la remise des fonds. Donc je reprends, suite au hack, des white hats, en fait, ont créé un sous-contrat de The DAO, qui s'appelle un Child DAO, qui a permis, en fait, avec la même technique utilisée par le hacker, de siphonner tous les Ethers qui étaient encore présents sur le contrat, donc les 70% restants, pour en fait les mettre à l'abri que quelqu'un se rende compte de l'attaque et commence à exploiter la même chose que le hacker a fait. Et donc, suite au hack et à l'importance de celui-ci, de nombreuses questions ont été soulevées dans la communauté Ether. Comment faire, en fait, tout simplement? Quel est le futur d'Ether avec 5% qui sont volés du supply? Donc c'était énorme, et ça a risqué de plomber en fait l'écosystème à moyen terme, voire long terme. Par conséquent, Vitalik et ses confrères, des core dev, etc., ont pris la décision de hard fork Ethereum pour en fait tout simplement revenir à un état de la blockchain avant le hack, et de permettre de fixer ce bug dans le smart contract et permettre aux utilisateurs de retirer leur argent tout simplement, voilà, s'ils le souhaitent. Le hard fork a été un succès, et donc le hacker du coup s'est retrouvé plus avec des Ethers, mais des Ethers classiques. Donc si vous connaissez ça, ETC, c'est la blockchain originale
d'Ethereum. Là, la blockchain comme on la connaît aujourd'hui, en fait, c'était une nouvelle blockchain qui a été créée justement pour récupérer ce qui s'est passé lors du hack. Voilà. Donc, le hacker, en fait, il s'est retrouvé du coup avec plus de 100 millions de dollars en Ether classique. Parce que l'Ether classique est rapidement monté à 3-4 dollars à la suite du hard fork. Toby Onish, le hacker, avant ça, avant de passer à l'acte, il avait émis des doutes sur le code du smart contract aux développeurs, mais apparemment il n'avait pas été pris au sérieux. D'après le deuxième cofondateur de 10x, Julian Hosp, Toby il était décrit comme un mec qui pour lui code is law, donc ça veut dire que si tu hacks ou si tu fais quelque chose, si c'était possible dans le code, ça veut dire que tu avais le droit et que c'était mal fait tout simplement. Un peu comme pour ceux qui connaissent Ivy Eisenberg, celui qui a hacké le protocole Mango, qui est d'ailleurs détenu par la justice américaine, pour avoir pensé la même chose, donc code is law, et de s'en avoir vanté sur les réseaux de son hack. Voilà, c'est tout pour cette petite histoire crypto. J'espère que vous allez vous endormir comme des bébés ce soir. Et on se retrouve mercredi prochain pour une deuxième histoire. Et on reprendra World to Millions d'ici 2-3 semaines. Allez, à plus les gars. Ciao, ciao.